Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, le premier webinaire, les mardis de la Deep Tech, qui portera sur Startup Studio, et vous allez voir, ça va être un programme très intéressant. Juste 2 secondes en amont, pour vous présenter, ce que sont les mardis de la Deep Tech. Heu on est parti, d'un constat assez simple, c'est que, déjà, il y a beaucoup de choses qui sortent sur la deep tech, beaucoup d'études et d'actualités et en parallèle, on a une communauté, d'accompagnateurs de la deep tech, OTT, incubateurs, startup studio, qui se développe, qui est toujours très vivante et qui interagit beaucoup, notamment, avec, ce qui se passe dans le deep tank. Et puis, on se rend compte qu'il y a une forte curiosité et beaucoup d'attentes, d'avoir des études et aussi de partage et d'interaction. Donc on a pris l'initiative de lancer un nouveau format, qui aura, lieu, toutes les 2 semaines pendant 1 heure, donc comme son nom l'indique, qui sera le mardi, et qui est un petit cycle de rendez-vous, entre acteurs de l'écosystème deep tech pour, avoir un petit partage de connaissances, notamment, autour de tables rondes, de présentations d'études ou, de formats qui sont un peu plus interactifs. Donc aujourd'hui, c'est la première édition. On va avoir une jolie table ronde autour du Startup Studio, notamment avec la présentation d'une très belle initiative, de Startup Studio entre CNRS Innovation et Technofounders. On va enchaîner, jeudi prochain, le jeudi 21, donc qui n'est pas un mardi, hein, c'est un jeudi. Vous allez comprendre pourquoi, avec notre grande soirée de matchmaking pour le lancement de Tandem, où on aura beaucoup de pitch de chercheurs et puis, quelques petits chiffres intéressants qu'on a réussi à cruncher. On enchaînera le 9 novembre, avec, une session, sur les besoins d'accompagnement des startups deep tech qui a été faite, en étude, à la fois sur, 1 an d'accompagnement de la communauté, mais aussi en interviewant beaucoup de CEO. Ensuite, on aura une session 23 novembre, où on a étudié plus de 1300 startups qui sont issues, du transfert de technologie et donc, on vous présentera un peu, la dynamique et les grands chiffres, de création de startups issues des OTT. Et puis, le 14 décembre, on aura, Hello Tomorrow et BCG qui interviendront pour présenter, leur étude et discuter avec vous autour, de la thématique des paradoxes de l'investissement deep tech. Donc ça, c'est le programme pour 2021, et l'idée, ce sera éventuellement, évidemment de reprendre en 2022 avec, une programmation qui sera toujours plus interactive et intéressante. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez, qu'on aborde, vous n'hésitez pas à nous écrire, en particulier à Paul, et on pourra les mettre au programme, des sujets que vous voulez discuter, ou autres. Et donc pour participer, on vous remettra le lien dans la discussion, mais il y a un petit formulaire, qui vous permet de vous inscrire à tous les événements. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Florent, qui va introduire le webinaire avec, une introduction de Paul-François Fournier. Merci. Bonjour à tous. Je prends le relais. Merci David. Bonjour, bon, merci d'assister à ce webinaire, ce premier webinaire organisé par BPI France dans le cadre des mardis de la Deep Tech. Quelques mots, je m'appelle Florent Detroy, donc je dirige POC Média, un média spécialiste de la recherche publique-privée. Donc, comme l'a dit David, le mardi, la Deep Tech, ça commence aujourd'hui. Pour le premier thème qui a été choisi, on a décidé de parler des startups studios, avec la question, est-ce que les startups studios sont le meilleur modèle pour créer des startups Deep Tech? Le startup studio, c'est en quelques mots, on aura des explications dessus, mais en 3 mots pour le distinguer des autres structures, startup studio, c'est une entreprise qui peut être intégrée ou extérieure à un acteur de la recherche, dont la mission est de créer des startups. Il se différencie en cela de l'incubateur, de l'accélérateur. Plusieurs acteurs de la recherche publique réfléchissent ou ont déjà franchi le cap dans la création de ce type de structure. Nous verrons que l'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'identifier quels sont les différents profils de ces startup studios existants, d'où vient le modèle, qu'est-ce qu'il propose, et puis surtout à quels besoins il répond. Là aussi, toujours l'idée de voir en quoi il est complémentaire de ce qui existe déjà, type incubateur ou accélérateur. Je fais un petit point sur l'organisation. Je m'arrête là de mon introduction parce qu'on va en avoir une beaucoup plus détaillée avec Monsieur Paul-François Fournier. Un petit point sur l'organisation. Une introduction donc, de Monsieur Fournier pour l'introduction de ce webinaire. On aura une autre introduction sur le modèle des startup studios. Et à partir de
peu près dans une demi-heure, dans 20 minutes, 30 minutes, on va étudier un cas plus précis d'une startup deep tech qui est en cours de création et qui a intégré justement un startup studio. L'idée, c'est vraiment de faire ressortir un témoignage de terrain. On reviendra après avec nos intervenants pour voir comment le modèle de startup studio était bien adapté à ce projet-là. Je fais un tout petit point, n'hésitez pas, comme toujours, à poser vos questions dans le chat de la plateforme. Je reprendrai, on gardera 15-20 minutes à la fin de l'échange du webinaire pour poser vos questions. N'hésitez pas à partir de maintenant à les poser et puis tout le long du webinaire, je les enregistrerai et on les posera à la fin de l'événement. Sans plus attendre, ah oui, non, peut-être un point sur les intervenants, monsieur Paul-François Fournier, je recule décidément votre intervention, après on enchaîne avec Pierre Gillet, directeur des investissements en French Tech Accélération de BPI France, qui reviendra sur le modèle Startup Studio. Et après la table ronde, on accueillera Pierre Leblinvaux, cofondateur du Startup Studio TechnoFounders, Claude Grison, chercheuse au CNRS, qui reviendra sur ses projets de Startup Deep Tech, et enfin Johanna Michelin, directrice de CNRS Innovation. Sans plus attendre, Paul-François Fournier, je vous laisse bien sûr la parole. Vous êtes directeur exécutif en charge de l'innovation au sein de BPI France et vous introduisez ce premier webinaire des mardis de la Deep Tech. Merci beaucoup. Je suis très impressionné de voir tout ce monde autour du sujet de Startup Studio. Je pense que Pierre doit être encore plus impressionné que moi parce que je vais tout de suite dire que celui qui sait de quoi il parle, c'est Pierre. Et donc, mon intervention ne va pas vous donner des éléments beaucoup plus précis sur le Startup Studio, mais juste vous rappeler que, en fait, notre conviction dans le plan Deep Tech, c'est qu'il faut agir sur l'ensemble de la chaîne. Vous le savez, on a une vision qui est assez systémique de l'approche, depuis, j'allais dire, le changement culturel qu'il faut pousser et insuffler avec tous les acteurs de la recherche, des universités, des centres de recherche. J'espère qu'un certain nombre d'entre vous ont pu assister à la session de la Deep Tech fait son big de mercredi, qui, je crois, est un événement qu'on va probablement prolonger, en particulier au travers du Deep Tech Tour. Mais là, il y a un gros travail de sensibilisation, de transformation des esprits pour que largement commencé depuis longtemps à se mettre en contact avec le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la finance. Tout ça s'accélère. Il y a ensuite évidemment toute la mécanique du transfert de technologie et de ce point de vue-là, toutes les initiatives qui sont faites au travers du réseau DESA, du réseau Curie, des agences de transfert de technologie, des grands centres de recherche, je crois, ont vocation à s'amplifier. On a lancé cette plateforme Les Deep Tech, qui est un outil justement de partage, benchmark, pour atteindre cet objectif qui est quand même très ambitieux de 500 startups Deep Tech sortant par an. On en est à peu près à 200, donc vous voyez le chemin à parcourir. Et puis ensuite, le financement avec des outils de financement et des outils d'investissement qui vont faire le lien. Vous avez probablement entendu, ou vous allez entendre probablement pas mal d'échos de ce qui a été annoncé ce matin par le président de la République sur France 2030. Mais vous verrez que, au fond, le plan France 2030, en fait, c'est d'une certaine façon, et n'y voyez aucun orgueil mal placé, mais je crois quelque chose qui donne un sens encore plus important à tout ce qu'on fait sur ce plan Deep Tech et tout ce que vous faites, vous, acteurs du financement, du transfert de technologie, des centres de recherche. C'est en fait finalement des moyens considérables qui vont arriver, et en particulier sur les startups, avec cette logique de start-up industrielle qui réconcilie la French Tech et la French Fab. Donc, tout ça est en marche, tout ça est, excusez-moi du mauvais jeu de mots non volontaire, tout ça est en mouvement, plus exactement, tout ça prend forme, on voit une énergie incroyable, positive qui se met en place, mais évidemment, il faut transformer cette chaîne. Dans cette chaîne, il y a déjà beaucoup d'acteurs et l'objectif n'est pas forcément d'en créer pour en créer, mais on a la conviction depuis le début qu'il y a un objet en complément
de ce qui existe déjà, c'est-à-dire les organismes de transfert de technologie, des fonds d'investissement et du financement. Il y a un objet un peu particulier, qui est un objet Winnipeg aurait appelé ça un objet transitionnel entre le monde du transfert de techno et de la recherche et le monde de l'entrepreneuriat, qui est le Startup Studio. C'est un monde où, en fait, on construit, et les exemples qui vont être présentés après avec l'équipe de Technofounder et Pierre seront, je pense, beaucoup plus explicites, mais c'est un endroit où vraiment ce passage de relais ou cette jonction entre le monde de la recherche appliquée, le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la finance se fait dans un contexte et dans un endroit, souvent physique, mais en tout cas organisé, qui est ce fameux Startup Studio. Et donc notre conviction, c'est que cet objet, il va jouer un rôle de plus en plus important, à côté, en complément, encore une fois, des TTO et évidemment des fonds d'amorçage qui sont essentiels. Il va jouer un rôle absolument crucial. Ce qui a été fait déjà sur Technofounder et quelques autres avec le fonds French Tech Accélération nous donne la conviction qu'il faut encore amplifier sur ce sujet. Et donc, je suis très content que ce premier mardi, j'ai oublié le nom, c'est mal, les mardis de la Deep Tech, soit autour de ce sujet du Startup Studio, parce que c'est pour nous un des 3 atomes essentiels dans les grands bassins de Deep Tech, avec donc ce fameux organisme de transfert de technologie et ce fonds d'amorçage de proximité. Ce Startup Studio, c'est un des maillons essentiels. Pour ça, et je vais m'arrêter là, on a une équipe d'investissement et des moyens importants du PIA qui s'appelle le Fonds French Tech Accélération, qui a déjà fait beaucoup dans ces sujets d'accélérateur, mais qui a vocation à de plus en plus, évidemment, en lien avec la stratégie, investir dans des startup studios. C'est des modèles compliqué, enfin au sens où comme il y a beaucoup de valeurs, il y a forcément une complexité et ce Startup Studio, il doit permettre de gérer cette complexité. Et donc, l'objet de la présentation de Pierre et puis de nos intervenants, ça sera d'essayer de vous expliquer comment s'y prendre, comment lancer de nouveaux projets. Pour être tout à fait direct, on a besoin de projets dans les mois à venir. Je mets une grosse pression sur le pauvre Pierre pour augmenter son budget, puisqu'on est dans la période budgétaire. Donc, il a eu droit à une première passe de doublement de son budget. Je ne sais pas s'il est encore au courant, mais on est dessus. On a besoin d'accélérer sur ce sujet des deep tech. D'autant plus après le discours de ce matin du président de la République, où on voit bien que si on veut réussir cette ambition énorme, si on veut être capable de financer des dizaines ou des centaines de millions d'euros des nouvelles technologies, il faut que ces nouvelles technologies, elles sortent. Il faut qu'on trouve le lien entre la bonne technologie, les bons dirigeants, le marché, et ça, on est encore une fois au cœur de ce sujet. Voilà, j'ai été un peu trop long, mais je pense que tout ça va se préciser. Mais si vous avez compris que le Startup Studio, c'est essentiel dans cette chaîne de financement et que nous en voulons plus de bonne qualité, eh bien, je n'aurais pas eu le sentiment de vous avoir fait perdre votre temps. Voilà, très bonne matinée, très bon après-midi, pardon, à tous. Je suis un peu secoué par les 30 milliards du président de la République et depuis 2 heures, je me dis comment va-t-on faire. Mais heureusement, vous êtes là pour nous amener plus de projets. Bon, merci, Monsieur Fournier. Effectivement, les annonces de ce matin, en tout cas, ont placé BPI France, ont confirmé le rôle de BPI France comme un acteur vraiment pivot de cette question, de cet objectif des 500 startups deep tech. Pour revenir au Startup Studio, c'est ce type de structures sont arrivées en France il n'y a pas si longtemps, peut-être il y a 3-4 ans. Monsieur Gillet nous reviendra un petit peu sur l'historique du Startup Studio. Donc, c'est vraiment important d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qu'apporte, comment ces structures sont complémentaires de ce qui existait déjà. Donc, sans plus attendre, Monsieur Gillet, je vais rappeler votre titre. Vous êtes directeur investissement French Tech Accélération de BPI France. Peut-être rappeler tout d'abord le rôle et la mission de French Tech Accélération et comment vous avez participé, œuvré au développement, à l'arrivée de ces nouvelles structures dans le paysage, dans l'écosystème Deep Tech français. Je vous laisse la parole pour une petite introduction. Je ne sais pas, on se donne 10 minutes, si ça vous va.
Très bien, merci Florent et merci Paul-François. J'étais pas au courant de cette nouvelle, donc j'en suis très, très content. Tu vas pouvoir du coup avoir quelques semaines pour préparer, puisqu'on se voit bientôt, je crois, Pierre. Ok, donc je vais vous partager ma présentation, juste en petite introduction par rapport à ce qu'évoquait euh, Florent. Je m'occupe du fonds French Tech et Accélération qui a été créé il y a à peu près 5 ans avec pour objectif d'investir dans tout ce qui est structure d'accompagnement à la création d'entreprises. Et donc il y a 5 ans, le fonds a commencé à investir principalement dans des accélérateurs et on a commencé à voir apparaître l'émergence de modèles de start-up studio. Et donc on a commencé à investir dans ce type de modèle de manière, je dirais, à faire quand même attention sur ces modèles. Et on a investi donc historiquement sur ces 5 années dans 8 accélérateurs et 5 startup studios. Et donc on est en train qui nous ont, je dirais, vraiment démontré la pertinence. Et donc on a souhaité au sein de BPI France de continuer cette initiative et je dévoile un peu en avance parce qu'on n'a pas encore communiqué dessus, mais on vient de lancer notre fonds numéro 2 et comme l'évoquait Paul-François, avec pour objectif d'investir principalement dans des startups studios et on va regarder bien évidemment tous les sujets autour de la deep tech. Alors, sans plus attendre ma présentation, hop. Alors, je ne sais pas, est-ce que on ne la voit pas. Est-ce que c'est bon? Non? De mon côté, non. Pour l'instant, non. Moi, je la vois, moi, Pierre, pour l'instant. Je ne sais pas si d'autres. Mais on voit les deux écrans, en fait. On voit la diapositive en cours et la suivante. C'est parfait. Ah, ok. Bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je vais laisser tant pis pour la suivante. Donc, ouais, je vais vous faire une petite introduction, principalement assez rapide parce que Florent a un petit peu évoqué le sujet. La définition du studio, le modèle de structure, la typologie des investisseurs, le process, la prise de capital et la pertinence du modèle dans la deep tech. Donc, sans paraphraser ce qu'a évoqué Florent, je voulais juste faire un petit rappel sur la définition des différents acteurs de l'écosystème des startups. Et je trouve assez intéressant ce diagramme qui montre la position de ces différents acteurs en fonction des moyens financiers apportés et en fonction du temps homme également apporté dans les projets. Donc vous avez, j'irai en bas, de droite à gauche, les investisseurs principalement, donc business angel et les fonds d'investissement. Et lorsqu'on remonte sur l'apport humain, vous avez les incubateurs et les accélérateurs qui sont des structures principalement d'accompagnement. Pour les incubateurs, je dirais très en amont sur la création des projets et les phases de démarrage. Et les accélérateurs, je dirais un peu plus tard dans le développement des startups, en général, pour les aider à accélérer leur développement. Donc, ça peut être sur des sujets assez spécifiques comme le commercial, le marketing, le réglementaire et tout un ensemble d'autres sujets. Donc, je reviens sur la définition d'un startup studio. Donc, comme je l'évoquais, c'est une société qui crée des startups en suivant un process bien établi et réplicable. Et c'est une structure qui va développer plusieurs projets en parallèle en y apportant des ressources humaines et financières. C'est un fondateur, je dirais, à part entière de chaque startup qui est créée. Et si sur nos 5 dernières années, on a pu dénombrer à peu près une 50aine de studios en France. C'est un modèle qui est né aux États-Unis il y a à peu près une vingtaine d'années. Ce sont des structures qui sont, je dirais, assez peu connues. Par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui connaît Flagship Pioneering, mais si je vous dis Moderna, je pense que tout le monde connaît. C'est une startup qui a été créée il y a 10 ans par ce startup studio aux États-Unis. Maintenant, si je reviens un petit peu sur les principales caractéristiques du startup studio, ce sont des structures en général qui sont créées par 2-3 associés. Ce sont des gens très expérimentés et complémentaires, généralement des anciens entrepreneurs qui ont eu une expérience réussie dans la création et la vente d'une entreprise.
Dans le cadre du process, ils vont intégrer des ressources humaines spécifiques sur chaque projet en fonction des besoins. Donc, ça peut aussi bien être des développeurs informatiques dans le cadre de projets dans le numérique, mais c'est également des doctorants dans le cadre de projets beaucoup plus scientifiques. En général, ils se sont structurés un écosystème spécifique à leur activité autour d'eux, donc que ce soit des mentors, des partenaires stratégiques, aussi bien des business angels, des industriels et également des prestataires pour les aider dans le développement de leurs projets. Et on a pu voir différents startup studios, soit généralistes, soit sur une verticale sectorielle, ce qui semble être, je dirais, la tendance. Il y a de plus en plus de startup studios qui ont une verticale sectorielle. L'objectif d'un startup studio, évidemment, c'est de financer les projets de développement de la technologie au sein du studio, et également de financer le lancement de la startup. Et éventuellement, dans certains cas, d'avoir la possibilité de pouvoir suivre les financements ultérieurs en étant minoritaire sur des tours de table avec des investisseurs en capital. Donc, on a pu voir différentes structures en termes de, je dirais, structuration financière des projets. On a des studios qui sont à 100% détenus par l'équipe du Startup Studio et qui créent un fonds en parallèle. Ce sont plutôt des modèles qu'on peut voir aux États-Unis, qui ont, en fait, au niveau du studio, le management avait déjà apporté, je dirais, suffisamment d'argent pour lancer, je dirais, un peu l'amorçage des premiers projets, et ils ont créé ensuite un fonds pour pouvoir financer ces projets et également les startups. Donc, en général, le fonds finance les deux activités, aussi bien l'incubation que les startups une fois créées. Après, on a des équipes qui lèvent au sein du studio et du fonds, donc c'est des modèles assez similaires, mais qui font appel à des capitaux externes au sein du studio. Donc là, en général, le studio finance l'incubation des projets et ensuite le fonds finance les startups une fois créées. Et on voit également des équipes qui lèvent des fonds uniquement au sein du studio. Et là, on a pu voir deux types de structures. La première que j'appelle des fonds evergreen, où en général le studio va faire plusieurs levées de fonds dans le temps pour continuer à financer ses projets et ainsi de suite. Et on a des structures type fonds VC, où eux, en fait, dès le démarrage, définissent les moyens qu'ils vont avoir besoin sur une période déterminée pour créer un nombre X de startups. Et ce sont des modèles qui sont assez simples. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de problématiques de type de conflit d'intérêts qu'on peut voir dans d'autres structures. Et évidemment, on a des corporate startup studios où là, un seul industriel investit dans un studio. Et là, ce sont des projets en général qui sont très en lien avec la stratégie du corporate. Monsieur Gillet, je permets juste ce passage à la 4e slide pour vous proposer peut-être de se donner 2 ou 3 minutes pour finir la présentation. Ça serait bien d'avoir le cas concret du CNRS après pour illustrer toutes ces voilà. Bien sûr. Je vais aller vite. Et au niveau du modèle du Startup Studio, aujourd'hui, on voit différents types d'investisseurs. Ce sont principalement des personnes physiques, des family office et des industriels. On commence à voir des investisseurs à early stage à investir dans des startup studios, en général dans un objectif d'avoir un deal flow qualifié et de qualité sur lequel ils ont, je dirais, un certain droit de préemption. Et on voit aux États-Unis l'émergence de fonds institutionnels, ce qu'on ne voit pas encore en France. Et ça démontre, je dirais, le fait que le startup studio est vraiment aux États-Unis considéré comme une classe d'actifs à part entière sur lequel un retour sur investissement est déterminé. Donc tous ces acteurs en fait ont des intérêts pour également le studio, c'est pas que des intérêts financiers. Et donc il est important, je dirais, pour l'équipe du studio de s'entourer des bons partenaires. En termes de modèles, aujourd'hui les studios ont toute une partie, je dirais, sourcing des projets, et cette recherche de projet peut être soit de l'idéation interne, ça c'est plutôt géré dans les projets numériques, mais également c'est des sujets qui peuvent être remontés par des partenaires, actionnaires industriels, mentors, et lorsqu'on va dans la deep tech, aller chercher des actifs dans des laboratoires académiques. Cette phase, elle va durer de quelques semaines à quelques mois.
Ensuite, le projet rentre dans une phase de développement, en incubation au sein du studio. Et là, on est sur des sujets qui vont, des temps qui vont aller plutôt de quelques mois à quelques années. Et de la même manière, sur des projets numériques, on est sur des temps plutôt courts, et sur des projets deep tech, on va sur plusieurs années. Et je dirais, dans cette phase d'incubation, il y a tout le développement de la technologie, du produit. On peut réaliser des POC. Il y a également la mise en place de l'équipe projet qui va porter la technologie et qui partira, je dirais, dans la startup. Une fois, je dirais, tout ce développement terminé et financé par le Startup Studio, on crée la startup qui va prendre une indépendance plus ou moins forte dès son démarrage. De temps en temps, le CEO est recruté à l'extérieur, mais de temps en temps, le CEO peut être un des managers du studio qui va porter la startup jusqu'à une série A auprès de VC. Et ensuite, la recherche de fonds et l'indépendance, je dirais, totale de la startup par rapport au studio. Le business model des startup studios est la prise de capital dans les startups. Ils n'ont pas d'autres revenus en général que cette prise de capital. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des startup studios en fonction des moyens humains et financiers apportés sur chaque projet, vont détenir de 20 à 30% du capital si on prend la partie gauche du diagramme. Et là, on est plutôt sur des projets numériques dans lesquels le studio va apporter quelques centaines de cas euros et un support sur les différentes étapes de développement, mais dans un timing qui va être assez court. Je dirais la startup va prendre assez rapidement son autonomie. Et à l'autre bout du diagramme, des startup studios qui vont prendre jusqu'à 70-80% du capital. Alors là, on est généralement sur des sujets très deep tech, où le studio va apporter plusieurs millions d'euros sur chaque projet et va s'impliquer pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il y ait une certaine indépendance de la startup. Et mon dernier slide, je souhaitais faire une transition par rapport à la table ronde qui va arriver pour vous montrer un peu la pertinence du modèle de Startup Studio dans la deep tech. Aujourd'hui, il y a une certaine complexité à valoriser des technologies issues de la recherche par la création d'entreprises. Tout d'abord, les technologies dites deep tech, c'est des technologies qui sont très complexes, aussi bien à comprendre qu'à développer. Également, on a une volonté croissante des chercheurs à créer des startups. Donc, il y a un flux qui augmente de projets pour être valorisés sous forme de start-up. Mais à contrario, on a un certain nombre de difficultés de trouver des équipes qui vont être expérimentées et complémentaires dès le démarrage, parce que c'est très important lorsqu'on développe une technologie pour en faire un produit, que ce produit soit bien adapté à un marché. Et donc, c'est une complémentarité, je dirais, de compétences qui est nécessaire très, très rapidement dans le développement d'une start-up. Et également la difficulté d'attirer, je dirais, des CEO qui ont toutes ces compétences, parce qu'à la création, le risque est très, très élevé et en général, il y a peu ou pas de moyens et donc il faut passer tout un temps à aller chercher ces fonds pour pouvoir développer la startup. La pertinence du modèle du Startup Studio dans la deep tech, c'est justement cette mutualisation d'une équipe complémentaire expérimentée dès l'origine. Donc, les projets sont encadrés dès le démarrage par des personnes qui savent prendre une technologie pour en faire un produit et l'amener sur le marché. Ce qui est intéressant également, c'est que, évidemment, ces compétences, je dirais, peuvent coûter cher, mais on n'a pas obligatoirement besoin, dès le démarrage, de ces compétences à 100%. Donc, eux, ils les mutualisent sur plusieurs projets en parallèle, en général sur 5-6 projets en parallèle. Et également, je propose peut-être d'expérimenter justement avec un cas concret, si ça vous convient. Oui, très bien, très bien. La table ronde, je suis désolé, c'est simplement on a pris un peu de retard. C'était aussi intéressant de l'illustrer avec le parcours de Claude Grison. Alors, Claude Grison, je vais vous donner la parole tout de suite. Pour revenir tout simplement sur votre parcours, vous êtes directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et d'innovation écologique et directrice de l'UMR Chimeco. Vous reviendrez peut-être sur les domaines de recherche de votre laboratoire et de votre UMR. Et surtout, j'aimerais que vous reveniez sur les projets de start-up que vous avez, start-up deep tech, qui s'adressent à des enjeux on ne peut plus stratégiques actuellement. Et l'idée, c'est de voir un petit peu jusqu'où vous êtes allé dans ce projet entrepreneurial et comment
le CNRS vous a accompagné dans les premières étapes, et puis après, comment le CNRS, je reviendrai avec le CNRS sur comment ils ont fait évoluer leur accompagnement. Je vous laisse la parole et expliquez-nous un petit peu votre projet entrepreneurial. Merci beaucoup. Donc, effectivement, comme le nom du labo l'indique, les deux technologies qui ont conduit à la création de deux entreprises, BioInspire et Laboratoire Bioprotection, ont un point commun, mais aussi une complexité à la base. Eh bien, c'est l'interdisciplinarité de l'aspect technique à l'interface de l'écologie et de la chimie. Donc, c'est une difficulté non négligeable. Et quand les résultats de recherche issus du labo semblent pertinents et que le chercheur a l'intuition qui pourrait être industrialisé, ce qui est passionnant, parce que ça donne beaucoup de sens aux recherches, beaucoup de questions se posent. Et donc, effectivement, j'ai eu la chance d'être accompagnée par le CNRS, ça je ne le cache pas, je suis fière de le dire. Et en plus, pour l'un des projets, eh bien, d'avoir été sélectionnée par le programme RISE, qui a été un accompagnement d'une bonne année à la recherche de porteurs de projets, qui ont tout de suite montré la complexité de trouver un porteur de projet qui serait compétent dans l'expertise assez élargie des activités de la future société. Donc, il s'agit notamment de BioInspire, où il ne s'agit pas de mettre sur le marché un simple produit. Peut-être en quelques mots, en quoi consiste la technologie de rupture, si ça peut être décrit en quelques mots. Voilà, donc je vais aller très vite. Donc voilà, ce n'est pas une technique particulière pour mettre en œuvre, il fallait créer une filière qui consiste déjà à résoudre un problème environnemental, c'est la dépollution de l'eau, donc vaste problème d'actualité, par une solution écologique complètement nouvelle, donc à l'aide de plantes très spécifiques. Donc on a créé des filtres végétaux, donc ça sous-entend plein de difficultés de ressources végétales, d'aspects réglementaires, autorisations qu'on connaît bien aujourd'hui, qui répondent à l'APA, protocole de Nagoya, industrialiser tous ces aspects, transformer en fait la phytotechnologie dépollution en un outil incontournable d'une chimie verte, une chimie complètement bio-inspirée. Donc on aborde d'autres problématiques et on s'est très vite rendu compte en discutant avec toute l'équipe de RISE qu'une personne unique, un porteur de projet, le plus inspiré soit-il, ne pouvait pas répondre à l'ensemble de cette expertise. Donc, pour moi, ça a été vraiment une chance que CNRS Innovation me donne l'opportunité de rencontrer Pierre, le Startup Studio Technofounders, puisque là, en fait, c'est un travail d'équipe qui a été proposé et qui permet d'aller trouver cette expertise élargie nécessaire, toute cette complémentarité de compétences qui sont nécessaires pour développer un tel projet. Merci. On va revenir sur votre place dans ce projet qui est en train d'être lancé. Je donne la parole à Johanna Michelin, directrice CNRS Innovation, avec peut-être l'idée, est-ce que vous pouvez revenir d'abord sur ce que vous proposez via le programme RISE, qui a plusieurs années, qui commence à être connu dans le monde de la recherche, ou qui est déjà très connu dans le monde de la recherche, et comment vous avez complété, comment vous êtes venu au constat qu'il fallait compléter le programme, ce que vous proposiez à Claude Grison. Oui, alors le programme RISE de CNRS Innovation, il a bientôt 3 ans maintenant, et assez vite, en fait, Claude faisait partie de la première promotion de projets sélectionnés dans RISE. Assez vite, en fait, on s'est heurté, comme tout programme d'accompagnement à la création de start-up deep tech, à la problématique de l'équipe, la constitution de l'équipe porteuse du projet. Et cette difficulté-là, on s'est attaché à essayer de la résoudre de la façon la plus efficace possible, avec, on va dire, plusieurs outils. Il n'y a pas de solution miracle, mais plusieurs outils, dont un qu'on construit en commun du coup avec Technofounders. On a répondu ensemble à l'appel à projet SIA, et on a construit des méthodes de travail communes pour résoudre cette problématique à la fois de qualification du projet de start-up le plus tôt possible. Notre objectif, c'est d'aller assez vite quand même sur cette chaîne-là. Donc, on travaille ensemble très tôt sur la qualification du projet et ses potentiels besoins. Et puis, on l'oriente vers, on va dire, les différentes méthodes qui vont nous permettre de constituer une équipe qui fait sens. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Déjà, on s'attache à proposer aux chercheurs d'être formés à l'entrepreneuriat. Certains parce qu'ils souhaitent devenir CEO, mais c'est une très petite minorité. D'autres, tout simplement, parce qu'ils vont participer au projet entrepreneurial de façon générale. Ils vont être actionnaires de la société, ils vont participer au board, etc. Et donc, ils ont besoin d'avoir quand même des bases. Et donc, on finance ces formations-là, ça nous semble important.
La deuxième chose, c'est qu'on recrute des entrepreneurs en résidence. Ces entrepreneurs en résidence, ils vont constituer, on va dire, l'équipe cœur avec le chercheur pendant quelques mois, le temps de structurer le projet pour attirer des VC. Voilà. Et puis, le troisième pilier, c'est le cœur de notre partenariat avec Technofounders, c'est l'orientation des projets qui font sens vers le Startup Studio Technofounders pour une prise en main de leur côté, parce que on a identifié très tôt les projets qui seront le mieux traités, on va dire, avec leur infrastructure qui est très spécifique. Et ça, ce sont les projets profondément innovants, à fort besoin de structuration, interdisciplinaires, transversaux en termes de marché, etc. Typiquement, le projet que Claude vient de décrire. Très bien, c'est très clair. Le projet, je rappelle pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas l'appel à projet SIAD, c'était un appel à projet financé par le PIA, le Programme des investissements d'avenir, qui finançait ce type de projet d'accélération. Je ne sais pas si on parlait de Startup Studio à l'époque, mais pour montrer, c'était 2019, que c'est très récent, ce type de projet. Je passe la parole à Monsieur Leblanc. Vous êtes co-fondateur de Technofounders. On a vu que vous avez co-construit un programme avec le CNRS. En tout cas, vous vous êtes impliqué dans la sélection des projets. Qu'est-ce que vous apportez? Quelles sont vos ressources en tant que Startup Studio? Et est-ce que ça fait écho à la présentation de M. Gilles sur ce que sont les Startup Studios et ce qu'ils apportent? Est-ce que vous êtes reconnu dans cette définition? Pardon. Heureusement que ça fait écho à ce qu'a dit Pierre. Oui. Alors effectivement, je vais répéter en partie ce qui a déjà été dit, mais notre rôle, c'est vraiment un rôle de cofondateur des sociétés. C'est important, j'y reviendrai après, parce que pour être, en tout cas selon nous, un cofondateur pertinent et efficace, on a besoin d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis des actifs de départ, si on les appelle comme ça, pour pouvoir de façon très très honnête se positionner en apportant de la valeur ou pas sur certains projets. Et ça nous amène à une sélection de projets, parce que évidemment on ne va pas lancer tous les projets qu'on nous présente ne font pas forcément du sens pour nous. Donc il y a des projets qui vont très bien rentrer dans une case où on a une forme de complexité liée à la deep tech, c'est pour ça que le modèle marche bien dans la deep tech, qui fait que notre support opérationnel très tôt et financier très tôt fait beaucoup de sens, parce que ça permet de dégrossir les sujets, non pas avec un axe maturation technologique, mais avec un axe de développement produit, pris très très tôt. C'est ça qui fait que pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Néanmoins, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est quand même amené à se positionner, à dire voilà comment on pense qu'il faudrait faire, mais le modèle de studio, c'est-à-dire de co-création avec une structure organisée comme la nôtre, n'est pas forcément pertinent. Dans la majorité des projets d'ailleurs qu'on regarde avec Johanna, le modèle de studio n'est pas le plus pertinent. Néanmoins, on fait un retour aux équipes pour leur dire voilà comment, en tant qu'entrepreneur deep tech, on lancerait ou on irait creuser telle ou telle piste. C'est hyper important dans une démarche. Excusez-moi, on est passé pour orienter vers la création vers le Startup Studio. Néanmoins, ça peut quand même bénéficier à l'ensemble de l'écosystème. D'accord. Excusez-moi, juste pour bien préciser, la majorité des dossiers que vous voyez passer ne sont pas adaptés au Startup Studio. Pourquoi? Parce que, alors, je pense qu'un projet qui est adapté pour un Startup Studio Deep Tech, en tout cas tel qu'on l'entend nous, c'est-à-dire cofondateur de start-up, ce sont des projets qui n'ont pas de porteur, on va dire, déclaré ou volontaire pour se lancer dans un véritable projet d'entrepreneuriat ambitieux. Je fais encore une fois la différence parce qu'on a certains profils qui se disent voilà, je veux lancer une start-up avec beaucoup de bonne volonté et qui parfois au bout de quelques mois d'échanges où finalement on a eu des allers-retours sur ce que ça voulait dire de lancer, quel modèle serait pertinent, quelles ressources il faudrait mettre autour de la table pour pouvoir lancer un projet crédible, se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément tous les outils ou l'expérience pour effectivement le faire seul. Et donc parfois il y a des gens qui se disent très bien, je tente l'aventure seul et c'est fantastique. Et puis des gens qui se disent, en fait, j'ai besoin effectivement d'un modèle comme le vôtre où je ne suis pas simplement accompagné, je ne suis pas simplement formé pour le faire, mais j'ai des gens qui vont le faire avec moi. On pourra sans doute revenir au cas de ce qu'on fait avec Claude sur BioInspire et laboratoire de protection, mais c'est vraiment un rôle très différent. On n'est pas simplement mentor, on n'est pas non plus un accélérateur, on est partie prenante dans les opérations de chaque société qu'on lance. La contrepartie, c'est qu'on ne peut pas monter 15 sociétés par an, ou alors il faudrait 15 associés, grosso modo.
Mais on a fait le choix de lancer ce modèle-là sur la deep tech en particulier. En tout cas, c'est le positionnement de Technofounder, parce qu'on pense que ça fait beaucoup de sens, en particulier sur cette catégorie de projets où c'est très compliqué de systématiser le lancement de ces projets. Il y a souvent une phase de lancement en amont qui dure effectivement entre 12 mois et 2 ans, voire 3 ans parfois, où on affine beaucoup de choses avant d'être en mesure de réellement savoir ce qu'on vend, à qui et comment. D'accord. C'est typique des deep techs, qui caractérise les deep techs, si je comprends bien. La lenteur de la progression, pas que technologique, mais aussi dans la structuration à la fois des marchés, de l'équipe. D'accord. Juste, Madame Grison, je reviens vers vous. Vous étiez chercheuse et à l'origine de la technologie. Quelle est votre place maintenant dans votre société, dans les 2 sociétés que vous avez lancées? Et est-ce que vous avez trouvé naturellement votre place? Expliquez-nous un petit peu peut-être où vous en êtes. Oui, bah écoutez, la place que j'ai aujourd'hui, c'est donc la direction scientifique des sociétés, ce qui me correspond très bien. C'est ce que je sais faire, c'est l'accompagnement de tout ce qui est très technique et scientifique. Donc, pour moi, c'est parfait. C'est comme ça, je peux m'épanouir et apporter, je vais dire, mon accompagnement au développement de l'entreprise, des 2 entreprises. Et donc, tout ce que je sais moins bien faire est assuré par donc Pierre et toute son équipe. Et donc, je trouve qu'on est très complémentaires et c'est la meilleure façon pour les chercheurs de s'épanouir dans ce type d'aventure. Et je continue justement. Est-ce que vous avez été impliqué quand même dans les autres fonctions dans le développement de l'équipe qui va porter votre projet? Et est-ce que vous avez un regard sur cette question-là, ou est-ce que vous pensez que la startup va être autonome petit à petit dans sa version commerciale? Elle le sera forcément un jour. En tous les cas, c'est ce que je lui souhaite. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que le point fort en fait, du projet, c'est la structure collaborative qu'il y a tout autour, qui nous permet effectivement de discuter énormément ensemble, de prendre des décisions communes. Et je pense que voilà, c'est un très bon départ. Pour moi, c'est vraiment un modèle de fonctionnement qui convient bien. Et voilà, mais effectivement, dans quelques années, je pense que la partie scientifique et technique sera moindre et que la société aura moins besoin de moi. Bon. Paradoxalement, on l'espère quand elle aura trouvé son rythme de croisière. Je reviens sur une question, un point important sur ce sujet-là, c'est le fait que les deep tech qu'il n'y a pas de modèle d'accompagnement industrialisable de l'accompagnement des deep tech, justement parce que c'est des technologies de rupture. Madame Michelin, comment on industrialise en partie la production de startups deep tech, sachant que, on l'a rappelé au tout début de webinaire, il y a un objectif de création de startups deep tech, de 500 startups deep tech. Comment on accélère ça? Vous avez testé ça avec le projet de Claude. Maintenant, comment on pérennise un petit peu ce fonctionnement? Après, de mon point de vue, c'est vraiment un travail sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, ça commence très, très tôt. Ça commence par de la détection, de la sensibilisation. Ça commence par le fait de mettre à disposition des chercheurs des outils qui les attirent, entre guillemets, vers la valorisation, des choses simples et assez abordables sur les premières étapes. Ça, c'est ce qu'on fait typiquement avec le programme de prématuration du CNRS. Ce sont des enveloppes facilement utilisables. Avec un taux de sélection, on est autour de 50%. Donc, ça va assez vite dans le processus de décision et on est sur des étapes de montée en TRL qui sont très tôt. Mais ça permet de commencer à réfléchir à ce moment-là, à la fois au développement technologique, ça c'est ce que fait le chercheur, mais nous, on commence à l'accompagner sur la construction de son projet de valorisation. Et donc, on a ce qu'on a mis en place du coup avec Technofounder, c'est que c'est y compris à ce moment-là, même très très tôt, en fait, qu'on commence à se poser les bonnes questions en lien avec eux. Et donc, c'est là qu'on va qualifier si oui ou non la création de start-up est pertinente et si elle l'est, quel serait le modèle le plus adapté pour l'amener au bout. Est-ce que c'est le start-up studio? Oui, non. Est-ce que c'est plutôt le fait d'identifier un porteur peut-être un peu jeune, mais le projet se prête bien à lever de fonds classiques auprès de VC, etc. Et donc ça, on le qualifie ensemble et on le fait, disons qu'on se pose des questions business en même temps qu'on avance sur le développement technologique pour ne pas perdre de temps. Parce qu'effectivement, les objectifs sont ambitieux et donc il faut qu'on aille vite. Monsieur Leblinvaux, je reviens sur ce qu'apporte le Technofounders. De manière globale, les startup studios, on a bien compris que la partie équipe était peut-être la première
on ne parle pas de verrou, mais peut-être vraiment le point bloquant pour le développement d'une société. Il y a une autre partie qui est importante qui a été rappelée par M. Gillet, c'est le financement. D'où viennent les financements de Technofounders et globalement, voilà, comment vous imaginez pérenniser ces financements, sachant que vous accueillez ces entreprises longtemps, qu'elles ont besoin de beaucoup de ressources? Alors, les deux sujets sont intimement liés, hein. Le premier critère de choix d'investissement d'un VC, il faut quand même bien l'avoir en tête, même quand on monte une startup deep tech, c'est l'équipe. Donc, c'est primordial que l'équipe soit bien en place et crédible au moment où on va s'adresser à des VC. Et ça a été quelque chose qui a dicté la façon dont on finance nos sociétés. C'est-à-dire que nous, on s'est organisé pour pouvoir financer de façon assez massive, enfin, qui pour moi sont d'une façon cohérente avec les objectifs de deep tech, et de pouvoir les financer de façon quasi autonome avant d'avoir besoin d'aller voir des VC. Et on va les voir au moment où en fait on a une équipe totale crédible. Et ça veut dire pas au tout début, en tout cas dans notre modèle, mais au bout d'un moment, quand l'équipe de management est entièrement formée et qu'on sait beaucoup plus à quel marché on s'adresse. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, pour financer ces premières phases de façon assez conséquente, nous, on a levé un véhicule de financement, donc on est dans une des cases dont parlait Pierre tout à l'heure, à l'origine en ayant levé à la fois sur le studio et sur un fonds, enfin c'est un véhicule d'investissement qui est dédié à côté, qui nous permet d'investir quelques centaines de milliers d'euros au départ et ensuite de suivre et de mettre au final quelques millions d'euros par société. Et la façon dont on le fait, ces fonds-là, ils viennent d'investisseurs privés majoritairement et du fonds French Tech Accélération de BPI France. Et en plus de ça, pour pérenniser cette action-là, on a maintenant 6 ans de recul sur le modèle et surtout de l'utilisation de ces fonds et de leur performance, on va dire, en tant qu'investisseur. Et donc, on est en train de réfléchir à monter un fonds beaucoup plus important pour pérenniser les actions d'investissement dans les startups existantes et augmenter le volume de startups qu'on va pouvoir créer en lien avec les objectifs généraux des plus 300 startups par an. On nous parlait, Paul, tout à l'heure, même si on ne fera pas ça tout seul, mais on fera une partie de ces startups. Vous visez combien de startups par an, par exemple? On va viser entre 2 et 5 par an. D'accord. Très bien. Je me tourne vers le CNRS. C'est vrai que vous êtes un acteur auquel on pense tout de suite lorsqu'on parle de startup deep tech et lorsqu'on veut accélérer le nombre, on pense au CNRS. Pour l'instant, vous êtes partenaire de Technofounders. Est-ce que vous imaginez, vous, avoir peut-être des partenariats avec d'autres startup studios, sachant que 4-5 startups, c'est pas dans les volumes que vous produisez, vous en produisez beaucoup plus. Et voilà. Est-ce que vous allez vous tourner vers d'autres acteurs ou est-ce que vous imaginez internaliser ce type d'accompagnement après le programme de pré-incubation Alors, à ce stade, voilà, on le fait déjà. On a un partenariat très privilégié avec Technofounders, mais bien entendu, ils ne peuvent pas absorber l'intégralité du flux. Et puis, il y a aussi, je pense, certaines technologies qui se prêtent mieux à Startup Studio par vertical. Je pense aux biotech notamment, et on est ravis de la création du nouveau Startup Studio de Kurma qui va nous aider sur ce plan-là, par exemple. Donc, on travaille déjà avec plusieurs startup studios quand on a besoin d'adresser des choses plutôt par verticale. Et puis ensuite, oui, la question qui se pose aujourd'hui, c'est face à cette augmentation du flux, comment est-ce qu'on va gérer le gros des projets, même si je pense qu'il faut souligner cet aspect-là, et vraiment, il faut que tout le monde ait bien en tête, le Startup Studio, ça n'est pas forcément la voie adaptée à l'ensemble des créations de startups deep tech. Hein. Donc, on n'est pas au stade où il va falloir que l'écosystème absorbe la centaine de startups créées par le CNRS par an. D'accord. Voilà. Du coup, on est plutôt, je pense, sur un volume de, on va dire, entre une trentaine de projets qui se prêteraient, de mon point de vue, à cet aspect-là. Donc, côté CNRS, oui, on se pose la question de l'après SIA. Comment est-ce qu'on arrive à augmenter le flux? Il y a 2 possibilités. Soit l'écosystème, on va dire, des startup studios exogène augmente lui-même sa capacité et on noue des partenariats avec ces gens-là. Soit en parallèle, on renforce, on va dire,
notre capacité interne à accompagner ces projets-là sous forme de Startup Studio ou en renforçant les briques qui nous semblent être capitales, notamment le volet entrepreneur en résidence qui nous sert beaucoup sur un certain nombre de projets, et puis potentiellement l'accompagnement par le capital également. D'accord. Je vous propose de finir avec une dernière question qui m'est soufflée sur le chat, mais ça me permet de vous réinviter à poser vos questions. Ça commence un petit peu sur la partie conversation. Alors, j'ai parlé de chat, mais ça s'appelle conversation au sein de la réunion. N'hésitez pas. Juste pour finir sur ce projet, quelle est la prise de participation du CNRS et de TechnoFounders dans le capital? Est-ce qu'il y a des ratios classique de pourcentage de parts dans le projet, dans un projet de startup deep tech? Oui, alors c'est comme le présentait Pierre Gillet, c'est quand même assez dépendant de ce qui est investi par chacun à la base dans le projet. À la fois ce qui est apporté par le CNRS et notamment la technologie et son importance dans le projet qui va être structuré, et puis côté Startup Studio, mais là je laisserai Pierre compléter, effectivement les RH et les finances nécessaires à la construction du projet. Côté CNRS, de façon générale, on prend des participations de façon non systématique, c'est une décision projet par projet. Et ces prises de participation, elles se situent généralement autour de 10%, avec parfois plus, parfois un peu moins. Ça dépend effectivement des apports de chacun dans le projet de façon spécifique. Et ça, je pense qu'il faut être attaché à le regarder spécifiquement et à trouver les bonnes équipes de départ au regard du projet. Très bien. Monsieur Leblanc, quelle est votre approche? Compléter ça, je partage ce qu'a dit Johanna. Ce qui est important, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire dans le projet. Une des raisons pour lesquelles on regarde les projets très en amont, dans le travail qu'on a en commun, c'est pour bien designer en fait le plan de travail. Et je le dis d'autant plus facilement avec Claude, parce qu'on a créé 2 sociétés avec Claude, qui ont toutes les 2 un profil assez différent. Il y a une société BioInspire qui est très technique, sur laquelle il y a énormément de développement de R&D en amont. Et à l'inverse, on a une société qui est relativement plus simple, qui est aussi de la chimie verte. C'est une belle innovation, mais sur laquelle l'accès au marché était beaucoup plus rapide. Donc il y avait plus un enjeu d'industrialisation plutôt qu'un enjeu de R&D. Et au final, on a reflété cette implication de l'équipe scientifique différemment dans le capital. C'est aussi simple que ça, pour que ce soit sain pour l'ensemble des porteurs de parts dans la startup. Mais ça se fait aussi projet par projet, on n'a pas une règle absolue. D'accord. Très bien, bon, j'ouvre officiellement la séance des questions-réponses, même si j'avais un tout petit peu commencé. J'en ai une première qui s'adresse à vous, monsieur Leblanc, sur TechnoFounders. Vous travaillez avec le CNRS, est-ce que vous travaillez tout simplement avec d'autres acteurs de la recherche? Oui, bien sûr. En fait, on travaille avec tous les OTT qui le souhaitent. Je pense que tous les OTT nous connaissent. Après, les gens changent pas mal, mais tous les OTT nous connaissent. Et on revoit des projets. D'ailleurs, la plateforme dont parlait Johanna, avec laquelle on travaille ensemble, c'est pas une plateforme TechnoFounders CNRS, c'est une plateforme TF sur laquelle en fait, je peux faire rentrer plusieurs intervenants différents. Et on le fait déjà avec la majorité des OTT en France, que ce soit les SAT ou des OTT, on va dire, dédiés de certaines universités ou groupements. Ouais. Donc, ce qui va limiter votre action, c'est tout simplement le nombre de startups que vous pouvez accompagner par an, si je comprends bien. Alors en fait, techniquement, c'est pas ça qui nous limite. Techniquement, ce qui nous limite pour l'instant, c'est plutôt le nombre de projets qui, à mon avis, font du sens pour être créés par un startup studio. Je suis indépendant et financé par des investisseurs privés. Si j'ai 6 gros projets à lancer dans l'année et pas 4, je les finance. Je vais simplement relever des fonds plus vite. Donc on n'est pas limité par notre capacité d'investissement ou nos bras. On est plutôt limité aujourd'hui par le nombre de sujets sur lesquels on se dit collectivement, nous et en général l'organisme de transfert. Oui, c'est une bonne idée de lancer ce projet-là ensemble. D'accord. Très bien. On a Oscar Castanon qui rebondit sur voilà, vous aviez cité le fonds de Startup Studio Biotech de Kurma, donc qui donne son adresse si jamais il y a des personnes, des projets intéressés. Une question plus sérieusement sur la rencontre de CNRS Innovation et TechnoFounders. On voudrait savoir si ça intéresse d'autres acteurs, même si vous êtes connu par d'autres OTT. Quels sont
recette, les bonnes pratiques pour bien travailler ensemble, sachant que vous avez bien sûr des cultures très différentes, que Technofounders, c'est vraiment côté marché et côté privé. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au début pour travailler ensemble et qu'est-ce que vous recommanderiez pour que ce type de collaboration se passe au mieux? Johanna, je te laisse répondre au début. Je compléterai. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu des difficultés majeures. Ce qui est recommandé nécessairement, en revanche, c'est effectivement je pense, de prendre le temps de comprendre les contraintes de chacun et de bien comprendre le modèle de chacun et de fixer une bonne fois pour toutes la façon de travailler ensemble. Parce que même si on fait du cas par cas, projet par projet, il y a quand même une philosophie de collaboration sur laquelle il faut être d'accord dès le départ, notamment si on va sur un partenariat aussi intégré que le nôtre qui consiste en fait à revoir tout le flux ensemble. Et donc ça, voilà, il y a une question de confiance et puis de façon de travailler ensemble des équipes qui est hyper importante. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de se poser là-dessus et de bien qualifier où sont les zones d'intérêt commun et les contraintes de chacun. Est-ce que, par exemple, il y a eu un désaccord dans le... Je vais être très très cash sur ce que pourrait soulever comme idée de ce genre de partenariat. L'idée, c'est pas que Technofounders vienne screener le flux du CNRS et choisir les projets qui lui plaisent et voilà. Ça l'OTT, il n'a pas tant d'intérêt que ça à le faire. On sait leur apporter des projets. Là où c'est intéressant, c'est le travail collaboratif ensemble parce que nous, on monte en compétences aussi sur leur façon d'analyser les projets, pourquoi ils pensent que tel projet va partir plutôt dans cette orientation-là, etc. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif qui a beaucoup de sens, de mon point de vue. C'était un peu ma question. Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous avez des visions, en tout cas, vous avez des perspectives très différentes, justement, où un verrait vraiment le potentiel disruptif à long terme, et puis l'autre qui n'aurait pas du tout cette vision? Est-ce que c'est peut-être pas ça, le fait de s'accorder sur là où on peut aller dans 5 ans, dans 10 ans? C'est une question ouverte. Je pense qu'à la fin, on est toujours d'accord. Il y a débat parfois. Mais en fait, on se met souvent d'accord, on partage souvent les constats. Chacun arrive aussi avec son expertise. On a des expertises complémentaires. C'est ça qui fait aussi l'intérêt du partenariat. Je disais que nous, on se nourrit beaucoup de la vision marché que peut apporter Technofounders et surtout de sa vision développement produit. Et de notre côté, on a une vision très scientifique, technologique, caractérisation du potentiel d'innovation qu'on apporte en complémentarité. D'accord. Et de packaging de la propriété intellectuelle, qui est hyper important. C'est pas du tout mon métier. C'est hyper important dans le départ d'un projet d'e-tech. Et ça, pour le coup, moi, je me repose entièrement sur les équipes de CNRS Innovation dans le cadre des projets qu'on fait ensemble pour ces aspects-là. C'est un des points qui est, je pense, important aussi, c'est de travailler très tôt sur les sujets, parce qu'il y a des sujets sur lesquels qu'on ouvre, sur lesquels on a un premier jeu de discussion. Et puis, on sait qu'il va se passer un certain nombre de mois avant qu'on ait des réponses, parce qu'il y a des résultats de recherche nouveaux à obtenir, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. C'est normal dans la deep tech, c'est pas comme sur le web où tout peut se faire en une semaine. Et ça, le fait de prendre ce temps très tôt nous permet d'orienter finalement des sujets et que, encore une fois, qu'ils soient in fine montés dans le cadre du Startup Studio ou pas. D'accord. Très bien. On a une question de Sébastien Buffchou qui pointe l'absence d'un acteur dont on n'a pas encore cité le nom, c'est les SAT. Peut-être pour bien clarifier et comprendre le rôle de chacun, comment le CNRS Innovation collabore avec les SAT dans le cadre de ces projets qui sont destinés à rejoindre un Startup Studio? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Alors déjà, sur l'articulation globale CNRS Innovation SAT, il faut voir que le CNRS a une multitude de filiales de valorisation. Il y a CNRS Innovation, mais il est également membre de l'ensemble des SAT. Et donc, le CNRS fait gérer son portefeuille de brevets en partie par CNRS Innovation et en partie par les SAT. Du coup, il y a des projets de création d'entreprise qui sont issus du portefeuille que l'on gère nous, et donc on le mène en toute autonomie. Et puis, il y a des projets de création d'entreprise qui sont complètement gérés par les SAT. Alors, elles peuvent collaborer avec Technofounders ou d'autres acteurs, là aussi, en toute autonomie. Et puis, il y a parfois des projets sur lesquels on allie un peu nos forces, on va dire. On a, dans le cadre du programme d'accompagnement RISE, des projets qui, en fait, sont issus des SAT. Et avec lesquels on s'articule avec les SAT en disant, quand le projet candidate, on voit avec elles ce qui pourrait être apporté par RISE, qui n'est pas disponible, on va dire, localement. Et puis, en fait, on joint nos forces, notamment sur des projets relativement complexes sur lesquels nous, on peut apporter quelque chose au national.
Et moi, si je peux compléter là-dessus, hein, je me permets. Nous, on travaille autant avec CNRS qu'avec des SAT. On a monté des startups avec des SAT déjà. Et le bon moment pour en parler, c'est avant les programmes de maturation. Parce que typiquement, moi, mes premiers investissements que je réalise dans les startups quand on les crée, c'est souvent des investissements qui, à mon sens, se font pendant la phase de maturation. Donc, c'est plutôt du co-investissement en maturation, mais avec tout de suite une approche produit et pas simplement une approche durcissement d'une technologie, quoi. Ce qu'on comprend, c'est que la partie maturation peut déjà donner une orientation sur le marché qu'on va viser, que l'idée, c'est d'intervenir plus tôt, avant la maturation, c'est ça? Oui, exactement. Et vice-versa, en fonction du marché que vous voulez adresser, des contraintes de développement produit, il s'agit peut-être d'orienter vos développements technologiques de façon pertinente, quoi. Et là, quelque part, notre rôle à nous, en tout cas moi, Technofounder, là-dedans, c'est justement de ne pas être partie prenante dans les travaux de recherche. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'intérêt lié à telle ou telle équipe de recherche. Je suis complètement indépendant. Je peux dire ce truc-là, je ne vois pas comment monter une belle startup à partir de ça, ou au contraire, oui, je vois et voilà comment je le vois. Ce n'était pas la seule façon de faire, mais je vois une façon de faire. D'accord, très bien. Écoutez, je ne vois plus de questions notamment pour les participants. C'est le moment, avant de conclure. Écoutez, je vous propose de conclure tout simplement cette table ronde. Maintenant, Monsieur Gillet, peut-être en guise de conclusion, faire le lien avec la partie peut-être plus théorique que vous avez pu proposer. Est-ce que vous pourriez nous dire si ce projet a vocation à se développer en France? Est-ce que vous voyez d'autres projets de Startup Studio qui vont pouvoir accélérer ce type de démarche? Oui, tout à fait. J'évoquais avec French Tech Accélération, on a déjà investi dans 5 startup studios, et sur les 5 startup studios, dont Technofounders, il y a 3 startup studios qui sont dans la deep tech, les 2 autres sont plutôt dans la medtech, et les 2 autres, évidemment, travaillent, je dirais, de la même manière que Technofounders, donc très en amont sur les projets, et avec, je dirais, ils vont chercher les technologies au sein d'OTT, au sens large. Ça peut être les SAT, ça peut être CNRS Innovation, INSERM Transfer. Comme l'évoquait Paul François, au sein de BPI, on est persuadé que ce modèle peut vraiment apporter et complémentaire à l'activité des OTT pour créer de nouvelles startups. Et donc, c'est l'objectif de ce nouveau fonds French Tech Accélération 2 qui va fortement se focaliser sur des startup studios dans la deep tech. On commence à en voir de nouveau émerger, mais on va être également, je dirais, source de création de nouveaux startup studios sur certaines verticales où aujourd'hui on ne voit pas d'acteurs, et on va essayer de pousser, je dirais, cet écosystème à créer un startup studio dans cette verticale. Très bien. L'appel est lancé. Merci beaucoup. Écoutez, je rappelle tout simplement la date du prochain mardi des Deep Tech. Donc, ça sera le 21 octobre, comme on l'a dit, ça sera un jeudi à 18 h. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup d'être intervenu, nous avoir expliqué en théorie et en pratique ce qu'était le Startup Studio et ce qu'il permettait de développer. J'avertis aussi les participants que le webinaire sera, en tout cas les slides, la présentation seront disponibles et pourront être envoyés. Je vous remercie beaucoup à tous les 4 et tous les participants à cet événement. Merci à vous et bon après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.